Chers amis, bienvenue. Nous sommes près de 400 personnes déjà. Nous attendons 1600 personnes dans la journée. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est avec une immense émotion que j'ouvre cette journée. Et je m'adresse tout d'abord à vous, Monsieur le Ministre, cher ami, Monsieur le Président de la Fédération française d'addictologie, mais à vous tous, chers collègues, chers amis aussi nombreux. Vous pouvez donc imaginer mon émotion au moment d'ouvrir cette journée nationale addiction et troubles psychiatriques. À cela, plusieurs raisons. Nous sommes accueillis, même si c'est de façon virtuelle, au ministère de la Solidarité et de la Santé, et je tiens d'emblée à vous remercier, Monsieur le Ministre, de nous y accueillir et de nous honorer de votre présence. Elle témoigne de l'importance que vous accordez à la question qui nous réunit aujourd'hui. D'autre part, chers amis, je suis également très impressionné et réellement touché par votre nombre et votre diversité. Près de 1600 personnes ont souhaité participer à cette journée, professionnels des champs de la santé mentale et de l'addictologie, issus de toutes les disciplines de la santé et du social et de tous les horizons professionnels, aussi bien sanitaire, libéral que médico-social ou encore social. Merci de nous avoir rejoints. Vous confirmez ainsi l'importance cruciale de la question des pathologies duelles, psychiatriques et addictives, et l'urgente nécessité d'y apporter des réponses adaptées et efficaces. Cela valide la pertinence de ce travail collectif porté par la Fédération Addiction. Travail que nous avons eu le plaisir de coordonner avec le professeur Georges Brousse, cher ami, je te salue au passage, et qui, grâce à la mobilisation de près d'une centaine d'acteurs, nous a permis de produire ce guide de repères en lien avec la DGS, la DGOS et la MILDECA, que je remercie également pour leur soutien et pour la présence du président Nicolas Pris en conclusion de cette journée. Ce guide, avant même la journée nationale qui nous réunit aujourd'hui, a d'ores et déjà reçu le meilleur accueil. Et parmi toutes nos productions à la Fédération Addiction, il est le plus commandé et le plus téléchargé, preuve de plus qu'il répondait à un réel besoin et à une réelle attente. Georges Brousse vous le présentera tout à l'heure lors d'une session co-animée avec le professeur Franck Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, que je remercie également pour son implication dans la réalisation de cette journée. Avant de céder la parole au professeur Benyamina, qui prononcera en notre nom à tous un hommage officiel au nom de toutes nos organisations à l'endroit de notre ami, le professeur Michel Reynaud, qui a tant œuvré pour la reconnaissance de l'addictologie dans notre pays, il me revient de partager avec vous quelques éléments de contexte et d'introduction générale à la question qui nous réunit aujourd'hui. Donc, je vais essayer de partager mon écran en espérant que ça va fonctionner. Si on peut bien faire disparaître, voilà. Alors, vous m'excusez une petite minute. Voilà. Normalement, ça va fonctionner. Et je vais ouvrir, je pense que ça va nous toucher à tous, par une image qui nous avait réunis avec Amine, avec la députée du Feu Schubert. Et Michel, c'était à l'occasion du Dry January, la clôture du Dry January 2020, où Michel avait organisé une Facebook Live qui nous avait réunis dans cette ambiance chaleureuse qui était la sienne, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Hors contexte, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Le beau slogan de l'OMS est là pour nous mobiliser, en nous rappelant que la santé mentale est trop souvent négligée par les politiques de santé publique, du fait notamment de la faiblesse relative de la mortalité induite par les troubles mentaux, hors suicide et addiction au demeurant liés, mais aussi de leur stigmatisation qui n'incite pas les autorités à en faire des priorités. On voit bien qu'au niveau local, il est toujours plus facile de fermer un service de psychiatrie qu'une maternité. Que dire alors des addictions ? Tout aussi stigmatisées et souvent même négligées par la psychiatrie elle-même. Elles sont volontiers perçues comme une variable parasite, plus psychosociale que médicale, péjorative certes, mais ne suscitant pas une grande attention au regard des enjeux posés par les vraies pathologies mentales, schizophrénie, troubles bipolaires. D'autant que les patients concernés sont peu demandeurs de soins psychiatriques, sur le mode hospitalier en tout cas, et difficiles à accueillir et à retenir. Pas vraiment dans les radars donc, et pourtant, l'impact indirect des addictions en santé publique est majeur en termes de mortalité prématurée, cancer, pathologie cardiovasculaire, surdosage, accident, VIH, hépatite, mais aussi de troubles psychiatriques induits ou aggravés.
Cette marginalité des addictions, au sein d'un ensemble, la santé mentale lui-même négligée, conduit donc à une faible prise en compte de cette problématique duelle, souffrant d'une double stigmatisation. Cette faiblesse est d'autant plus paradoxale qu'elle concerne des facteurs déterminants essentiels de santé. En effet, ces pathologies souvent chroniques et qui apparaissent tôt dans la vie sont, au-delà des souffrances provoquées, une source importante non seulement de mortalité prématurée, mais aussi de maladies chroniques et de handicap, avec de très considérables coûts sociaux induits. Leur fardeau global s'est ainsi alourdi de 41% entre 1990 et 2010. Ce sont des pathologies qui croissent dans leur poids, dans leur fardeau, et les pathologies psychiatriques et addictives constituent même dorénavant sur le plan mondial, et particulièrement dans les pays développés, la première cause de handicap. Plus du quart du total des années de vie avec handicap, 28,5%. Avec ce que vous voyez là, c'est des données 2010. Cette vague importante où on voit la crête qui se situe aux alentours de 20 ans, 25 ans, donc chez des jeunes, ce qui fait que l'impact en termes de morbidité va s'allonger sur une vie entière. Et sur les camemberts de droite, et notamment celui tout à fait à droite, vous voyez sur les années perdues avec handicap que les troubles mentaux et les troubles d'usage de substances arrivent à environ le quart des causes de handicap durable. Au sein des efforts nécessaires visant à promouvoir la santé mentale, il nous semble donc essentiel de mieux prendre en compte la question des addictions, déterminant majeur de santé physique et mentale. Mais entendons-nous bien, les corrélations parfaitement établies entre troubles mentaux et addictifs ne sont pas de simples co-occurrences dues au hasard. Ces troubles sont en interaction avec des effets mutuellement aggravants, chacun pouvant être un facteur causal pour l'autre. Certains troubles psychiatriques peuvent être la conséquence de conduites addictives et à l'inverse, certaines conduites addictives peuvent être la conséquence de troubles psychiatriques par recherche d'automédication. D'autre part, ces troubles ont souvent des facteurs causaux communs en amont, antécédents de négligence, de maltraitance, d'abandon dans l'enfance, stress, adversité sociale, dont ils peuvent être des conséquences, elles-mêmes en interaction croisée, bidirectionnelle. Autant dire donc qu'il ne s'agit pas de simples co-occurrences, de rencontres accidentelles, mais bel et bien de comorbidité en action, de comorbidité en interaction, ou plutôt même de pathologie duelle, l'expression à double visage d'un désordre commun en amont. Finalement, c'est ce que nous ont enseigné nos maîtres et amis, Michel Lemoyle de l'Académie des sciences, George Koob, qui lui aussi a travaillé à Bordeaux, ils ont beaucoup travaillé ensemble ensuite à San Diego, en Californie. George Koob, qui est l'actuel directeur général du NIAAA, l'Institut national de lutte contre les problèmes d'alcool aux États-Unis. C'est ce qu'ils nous ont appris dans leur monumentale neurobiologie de l'addiction, en cours de réédition actuellement dans une version encore largement augmentée. Si en effet les addictions peuvent entraîner des dommages dans de multiples domaines, physiques, psychiques ou sociaux, et si l'addictologie est donc nécessairement une discipline transversale, pour autant, la dynamique addictive en soi est bien d'essence neurobiologique, à la fois donc cérébrale et en interaction continue avec l'environnement. Ne serait-ce qu'à ce titre, elle concerne éminemment la psychologie et la psychiatrie. Nos amis Michel Lemoyle et Georges Koob ont pu poser le cadre conceptuel des bases neurobiologiques de la transition de l'usage simple, si j'ose dire, vers l'addiction, avec le recrutement dans le temps de modules neuronaux spécifiques. On se souvient de toutes les discussions sur le nucleus accumbens, là que vous voyez en bleu au centre, avec les zones de renforcement, de plaisir. Mais il n'y a pas que lui qui est en action. Il y a également toutes les zones de déplaisir, pour le coup, de souffrance du sevrage, de mémorisation, mais aussi de lien au stress, là en rouge, avec le rôle d'amygdale étendu. Et plus largement, il y a toutes les fonctions exécutives qui sont mobilisées dans la trajectoire addictive avec le cortex préfrontal. Donc c'est un ensemble finalement de zones qui est impliqué, c'est l'ensemble de notre fonctionnement et donc de nos interactions avec le milieu environnant. Vous voyez également que les médicaments qui sont proposés pour répondre à ces différentes perturbations sont des médicaments que connaissent tous les psychiatres. Vous reconnaîtrez la gabapentin, l'otopyramate, la N-acétylcystéine, etc. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'on se rend compte donc que le processus addictif recrute dans le temps des modules neuronaux spécifiques de plus en plus nombreux,
avec notamment cet élément qui nous semble central, suite aux travaux importants de nos maîtres sur les interactions entre le stress et l'addiction, la zone de l'amygdale étendue, donc les zones du stress, de la mémoire affective, et qui sont évidemment une interaction absolument essentielle dans la question des addictions. Alors, ce que George Koob appelle dark side de l'addiction, la face obscure de l'addiction, c'est-à-dire où dans un premier temps, le circuit de renforcement va être activé pour apaiser une souffrance, un malaise, mais ensuite, du fait des adaptations neurobiologiques, le fond de stress va avoir tendance à s'amplifier, à s'aggraver et à entraîner une problématique chronique qui est bien connue et qui explique pour partie, en fonction des vulnérabilités antérieures, les différences interindividuelles que l'on rencontre dans notre domaine, puisque parmi le grand nombre finalement d'usagers, ce n'est qu'une minorité, souvent une minorité importante, mais une minorité néanmoins, qui va faire la transition vers l'addiction. Et cette minorité, finalement, ce qui la distingue peut-être des gens qui sont résistants, c'est la présence justement de ces problématiques de stress chronique, liées pour partie à des antécédents évidemment héritables, mais aussi à des conditions de vie, à une histoire familiale, à des traumatismes. Et ce stress chronique va être un facteur de risque majeur pour abuser de substances, lesquelles, en retour, vont venir encore aggraver la problématique. Donc, inégalité sociale de santé, on se rend compte que les conditions d'éducation, les conditions de vie, les conditions pendant l'enfance vont être des facteurs absolument déterminants pour arriver à distinguer les personnes particulièrement vulnérables par rapport aux problématiques addictives, mais aussi aux problématiques de santé mentale, puisque dans une certaine mesure, ces facteurs causaux sont absolument communs entre nos différentes disciplines. Alors, si on en vient à la situation actuelle, dans le contexte covidien qui est le nôtre, c'est ce que vient de nous rappeler magistralement un récent éditorial de Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet. Dans cet éditorial, l'éditorialiste donc du Lancet évoquait avec une phrase un peu provocatrice que selon lui, la Covid-19 n'était pas une pandémie, c'était une syndémie. Qu'est-ce que c'est une syndémie? C'est une synergie épidémique, c'est-à-dire c'est une rencontre comorbide entre des troubles, mais qui obéissent à des surdéterminations qui sont des vulnérabilités sociales liées aux inégalités, notamment de santé. Et le terme a été créé en fait par Merrill Singer au début des années 2000, au moment où il avait été frappé par la co-occurrence dans les milieux pauvres d'une rencontre entre l'épidémie de VIH, mais aussi des problèmes de santé mentale, mais aussi des problèmes de violence. Et il se rendait compte qu'il y avait des interactions entre ces différents mécanismes qui venaient se booster les uns les autres et qui étaient surdéterminés en amont par des vulnérabilités sociales. Si bien que Richard Horton rappelle qu'une approche syndémique propose une orientation différente à la santé publique en montrant comment une approche globale, intégrative, peut être beaucoup plus efficace qu'une approche uniquement centrée sur le contrôle de l'épidémie ou sur des traitements individuels. Et Horton d'ajouter, la crise économique qui est devant nous ne sera résolue ni par un médicament ni par un vaccin. Comprendre la Covid comme une syndémie invite à adopter une vision élargie, englobant des politiques d'éducation, d'emploi, de logement, d'alimentation et d'environnement. Donc le modèle syndémique qui a été largement développé et promu par Merrill Singer est essentiellement un modèle biopsychosocial qui intègre des maladies en interaction, donc évidemment une comorbidité ou des comorbidités, mais aussi les facteurs sociaux ou environnementaux qui favorisent cette synergie épidémique et en augmentent les effets négatifs de cette interaction. Donc, cette approche émergente de conception de la santé et de la pratique clinique reconfigure la compréhension historique et conventionnelle des maladies en tant qu'entités distinctes en nature, séparées des autres maladies et indépendantes des contextes sociaux dans lesquels elles se trouvent. Il y a plutôt une interaction et une approche syndémique examine pourquoi certaines maladies se regroupent, font cluster, notamment les troubles mentaux, les troubles du comportement, les addictions, en affectant des individus et des groupes entiers, comment elles interagissent biologiquement et au niveau populationnel, aggravant ainsi et alourdissant la charge morbide globale. Donc, la logique des syndémies, des syndemics, c'est de penser la santé en contexte. Et on en a une illustration tout à fait évidente actuellement aux États-Unis
avec la crise des opioïdes, où on se rend compte que cette rencontre terrible entre la toxicité de certaines drogues et des vulnérabilités psychologiques, mais des vulnérabilités sociales, notamment dans le Middle West paupérisé, a pu, par cette rencontre en quelque sorte fatidique et quasiment maléfique, déclencher une crise absolument majeure avec une augmentation extrêmement sensible de la mortalité. Mais de la même manière, j'attire votre attention sur le fait que dans le contexte Covid et dans le contexte de crise économique et psychosociale, de la même façon, il va y avoir une rencontre entre une épidémie virale, mais aussi des conséquences particulièrement lourdes en termes de santé mentale et d'addiction, notamment chez les populations les plus vulnérables. Et là, à ce titre, un article très récent de février du JAMA Psychiatry est parfaitement illustratif. Vous voyez à gauche le nombre de passages dans les services d'urgence aux États-Unis, avec un effondrement au moment du lockdown, donc au moment du confinement américain, c'est-à-dire aux alentours du 16 mars de l'année dernière. Et dans le cadre de cet effondrement, où les gens ne pouvaient plus se déplacer, ne pouvaient plus aller aux urgences, néanmoins, il y a eu un phénomène de vague inverse que vous voyez à gauche, c'est-à-dire si on analyse les raisons pour lesquelles les personnes qui allaient malgré tout aux urgences dans ce contexte y allaient, quels étaient les facteurs causaux, on se rend compte que les facteurs causaux essentiels, c'était en haut les troubles mentaux, en bleu, et vous voyez de manière parfaitement parallèle l'augmentation, avec la courbe un peu plus sombre, un peu dessous, de l'augmentation des décès en fait et des passages aux urgences pour des overdoses. Et dessous, que voyons-nous? Nous voyons une augmentation des tentatives de suicide, des visites pour des problèmes d'abus et de négligence et de violence sur enfants et de violence dans les couples. Donc on se rend compte que dans ce parallélisme, cela traduit parfaitement le fait que il y a quelque chose d'indissociable, de syndémique dans ces comorbidités qui sont largement surdéterminées par des vulnérabilités individuelles et sociales. Et tout ceci constitue un réel plaidoyer pour des approches intégrées, décloisonnant santé mentale et addictologie, évidemment, mais aussi les différentes approches d'accompagnement biomédical, psychothérapeutique, social ou d'entraide entre pairs. Toutes sont nécessaires et doivent pouvoir bénéficier de la même reconnaissance. Puisse notre travail collectif y contribuer avec ce guide et cette journée, sachant que cette journée a été préparée par déjà 4 réunions régionales, notamment à Bordeaux, et bientôt une 5e qui va avoir lieu en Guadeloupe. Donc, je vous remercie infiniment et je suis vraiment très, très heureux de vous voir aussi nombreux partager avec nous cette journée. Merci. Et je donne la parole à notre ami Amine. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci pour cette entrée en matière qui, à la fois, nous parle finalement du contenu de la journée. Alors, je voulais évidemment remercier chaleureusement Monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités qui nous écoute. Merci beaucoup, cher Olivier Véran, d'être toujours présent et de s'inscrire de manière permanente et fidèle sur le thème des addictions. Avant qu'il ne soit ministre, comme tout le monde le sait, il a beaucoup porté des dossiers et on lui doit beaucoup, notamment sur la dédiabolisation du cannabis, pour ne parler que de ça, puisqu'il a été à l'origine, en tant que parlementaire, sur le déclenchement d'une réflexion qui commence là, pour les patients d'abord, en tant que neurologue, sur la prescription et puis l'utilisation du cannabis médical. Et pour le coup, sa présence, sa permanence sur la question des addictions est tout à fait réelle. Je peux en attester. Je voulais aussi remercier les initiatives portées par Georges Brousse au titre du COPIL, puisqu'il a, avec Jean-Michel Delisle, été à l'origine de cette idée qu'ils m'ont soumise et pour laquelle j'ai adhéré avec joie et enthousiasme, puisque la Fédération française d'addictologie, que j'ai l'honneur de présider, est co-organisatrice d'une certaine manière de cet événement qui est un événement important parce que c'est un sujet important. Et pendant la journée, j'espère qu'on aura l'occasion de convaincre, et je pense qu'il y a beaucoup de convaincus, les 573 maintenant inscrits, puisqu'il y a plus de 1600, comme le disait Jean-Michel, à juste titre, sur la nécessité d'aborder la question des addictions et de la santé mentale de manière moderne et éclairée à la faveur de nos ancêtres, entre guillemets, scientifiques. Tout ceci est plutôt positif, puisque Jean-Michel a cité évidemment nos maîtres bordelais, pour lesquels, évidemment, nous devons un respect absolu sur la manière avec laquelle ils ont défriché la question des addictions, la question évidemment
des comorbidités. Et c'est une école qui se poursuit, puisque Jean-Michel en est un exemple, mais pas que, le Centre Magendie, Marc Auriacon. Mais j'ai eu l'occasion, là, il y a quelques semaines, d'inviter Giovanni Marie Marcicano. intervenir dans sur le cannabis médical. Donc, évidemment, le soleil des addictions se lève aussi à Bordeaux. Alors, je dis aussi, évidemment, au passage. Merci beaucoup, merci pour cette initiative. Je remercie évidemment la Direction générale de la santé, avec toutes les équipes avec lesquelles on travaille depuis toujours. Je remercie aussi la DGOS, parce que la DGOS s'implique beaucoup également, puisque comme vous le savez, elle n'est pas un partenaire très important sur le Conseil national de psychiatrie, et nous avons la chance d'être représentés, et on a l'honneur de piloter la thématique addiction avec le professeur Olivier Cotensin, qui aura l'occasion évidemment d'intervenir au cours de cette journée. Donc, tout est là pour faire des addictions, non pas une exception, mais une réalité à la fois scientifique, clinique et sociale. Et pour finir, je dirais, et pour le coup, je suis suffisamment fier pour le dire pour nous, nous allons faire partie des 4 piliers sur lesquels le président de la République nous invite à réfléchir sur les assises de la psychiatrie qui doivent se tenir avant l'été. Et ça a été annoncé par le ministre Olivier Véran au cours du dernier comité stratégique de santé mentale. Et donc voilà, nous avons l'éclairage nécessaire à nous d'y mettre le contenu et l'organisation qu'elle mérite. Je ne reviens pas évidemment sur l'importance historique et hélas, notamment la question du Covid, sur la nécessité de bien repérer les problématiques psychiatriques et addictives. C'est extrêmement important. Je me souviens de l'intervention du professeur Leboyer, qui connaît bien ce sujet, au dernier congrès de l'Albatros. On a eu l'occasion de le faire en présentiel 3 heures avant la fermeture complète. Et elle avait dit, et elle avait sorti un schéma extrêmement important, la 3e vague, on n'y était pas encore, sera psychiatrique, et j'ai répondu derrière, et addictologique. Donc c'est extrêmement important d'être vigilant et de savoir lire le moment dans lequel on est. En tout cas, merci Jean-Michel de l'avoir étayé, illustré avec des données qui viennent de la littérature internationale. Alors, nous sommes répartis finalement pour lancer cette journée des tâches. Celle que je vais maintenant aborder est plus émotionnelle, plus personnelle, et plus personnelle, pas vraiment, puisqu'elle nous concerne tous. Et je préfère vous lire le texte que j'ai eu l'occasion d'écrire concernant la disparition de Michel Reynaud, voilà. Concernant la disparition de Michel Reynaud, ce texte qui... Alors, donc, on va appuyer ici. Je vais mettre en plein écran. Ce texte avait été écrit, mais en même temps, je pense qu'il dit tout de ce que nous devons à Michel Reynaud. Donc, Michel Reynaud nous a quittés le 27 juin à l'âge de 70 ans dernier. Donc, j'ai appris cette nouvelle un samedi matin. C'est Marie-Pierre, son épouse, qui m'a appelé pour m'annoncer son décès la veille, c'est-à-dire vendredi à minuit, ou peut-être samedi à 1h du matin. Tout le monde s'accorde à dire, et je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus, qu'il a été et qu'il restera le père fondateur de l'addictologie française, et on lui doit beaucoup. Donc, c'est Michel Reynaud, par ses travaux et ses réflexions et son engagement sans faille, a véritablement créé la discipline de l'addictologie. Évidemment, même le terme lui avait été disputé en France, et l'a toujours porté avec conviction, détermination et humanisme jusqu'à la veille, puisque une semaine avant, j'étais encore en train de discuter avec lui sur le fond. Michel est né à Talence, une commune du sud-ouest de la France, pas très loin de Bordeaux, le 4 mai 1950. Il a suivi des études dans divers pays d'Afrique et d'Afrique du Nord, puis à Bordeaux et Paris, où il fait médecine, avant d'opter pour la spécialisation de la psychiatrie. Au passage, il a été pendant 2 ans le président de la Société franco-maghrébine de psychiatrie. Ancien interne et ancien chef de clinique des Hôpitaux de Paris, il est nommé en 1990 professeur de psychiatrie au CHU de Clermont-Ferrand. Un clin d'œil aussi à mon ami Georges. En 2000, il rejoint l'hôpital universitaire Paul Brousse à Villejuif, où il dirige le département de psychiatrie et addictologie jusqu'en 1994. Alors, j'y étais comme attaché, et j'étais attaché et recruté en 1997, c'est là où on s'est connus, par le professeur Julien Daniel Guelfi. Donc, on crée ensemble en 1994 l'Albatros, un centre d'enseignement de recherche et traitement des addictions qu'on appelle
évidemment communément le CERTA, qui a été l'un des premiers dans ce modèle à avoir été créé en France. En 2001, il est nommé à Paris Sud, et Michel Reynaud a également créé le Conseil national universitaire des enseignants, le CUNEA, que préside actuellement Olivier Cotensin. Ça a été une manière de faire exister la partie universitaire et surtout de l'enseignement concernant les addictions. Au même titre qu'on a le CNUP concernant la psychiatrie, il a créé donc le CUNEA. Il en a été le président, il a été vice-président de la plupart des sociétés savantes de tabacologie et évidemment d'alcoolologie. Et il a été le président de la Fédération française d'addictologie, dont il est actuellement le président d'honneur et que j'ai l'honneur de présider depuis maintenant 6 ans. Il était depuis mars 2014 le président fondateur du Fonds Action Addiction et à l'initiative en 2016 de la création du portail Addicted, de Village des Addictions, qui, comme vous le savez, rassemble l'ensemble des acteurs de l'addictologie, mais pas que. Il est l'auteur de plusieurs rapports ministériels, le dernier étant Stratégie validée pour réduire les dommages liés aux addictions, qui a été remis en 2013 à la présidente à l'époque de la Mildeca pour l'élaboration du plan gouvernemental. Michel a écrit et dirigé 25 ouvrages pour les spécialistes, notamment le traité d'addictologie, que la plupart connaissent et pour lequel ils sont intervenus et pour lequel on a eu une mise à jour juste avant sa disparition. Plusieurs rapports sur l'organisation des soins, plus de 100 publications internationales et de nombreuses publications nationales. Il est enfin l'auteur de 3 ouvrages destinés au grand public. Comme vous le savez, L'amour est une drogue douce. Il s'est beaucoup intéressé à la dépendance affective et sexuelle, 3 petits points en général. On ne pense qu'à ça. Et du plaisir au jeu, du jeu au jeu pathologique, comme vous le savez. Parmi ces dernières actions, pour promouvoir et soutenir de nouvelles formes de sensibilisation et d'information pour lutter contre les addictions, on peut citer notamment les réseaux sociaux pour s'adresser aux jeunes. Il a toujours eu ce nez creux, comme c'est ça son terme, pour sentir un peu les phénomènes émergents. Une escape game pour lever le voile sur l'alcoolisme au féminin, qu'on a eu l'occasion de monter ensemble. Son indéfectible mobilisation à l'occasion de la première édition en 2020 d'Opération Dry January. Jean-Michel l'a cité puisque la photo en atteste. Le défi de janvier pour inviter chacun à s'interroger de manière ludique sur son rapport à l'alcool. Et puis Michel Reynaud n'en avait pas fini avec le combat de sa vie. Il appelait de ses voeux la mise en œuvre d'une véritable politique de prévention des addictions en France, trop souvent empêchée par les enjeux économiques, la reconnaissance de l'addiction comme ALD, affection d'endurée, ils m'ont parlé souvent, ou encore le développement de la téléconsultation pour permettre à toutes les personnes dépendantes une détection précoce et une prise en charge rapide. Aujourd'hui, seuls 20% des personnes addictes sont prises en charge dans notre pays. Pire encore lorsqu'elles sont comorbides, comme vous le savez, avec finalement le travestissement sémiologique et la difficulté de repérer et d'intervenir de manière précoce. Michel était marié, père de 3 enfants et grand-père de 4 petites filles. L'ensemble des membres du conseil d'administration à l'époque et l'ensemble de la communauté lui avaient rendu ce bel hommage tant mérité. Donc nous ne l'oublierons pas et nous garderons de lui l'image d'un homme profondément humain, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pour ceux qui le connaissaient dans l'intimité, ils connaissaient sa gentillesse et puis même parfois sa naïveté dans les relations humaines, animé par ses convictions de volonté de rassembler autour de lui. Voilà, donc moi je garde à titre personnel, après plus de 20 ans, 25 ans de vie commune, entre guillemets, quelqu'un de dynamique, d'audacieux et de courageux. Et donc voilà ce que je voulais vous dire concernant Michel aujourd'hui. Je vais arrêter là. Hop. Voilà, je ferme ici. Ok. Je voulais, avant de vous quitter, simplement pour parachever un peu le travail et la dynamique dans laquelle on s'est inscrite, vous rappeler que l'Albatros organise avec l'Association mondiale de pathologie duel, la WAD, le congrès le 7 et 8-9 décembre 2021. Nous espérons que c'est un congrès qui sera en présentiel avec nos amis outre-Atlantique, mais pas que. La WAD étant une association qui compte plus de 70 pays. Évidemment, tout le monde est invité à se rapprocher et à consulter régulièrement le site de l'Albatros. Évidemment, la grande majorité de ceux qui interviennent aujourd'hui feront partie des gens qui pourront intervenir et qui pourront également partager l'expérience française. Voilà ce que j'avais à dire et je pense qu'on est
on a dépassé d'un tout petit peu, et vous remercier. Et avant de laisser la parole, je vais revenir à l'écran. Voilà, donc hop, on revient complètement à l'écran. On va fermer ici. Merci Amine Benyamina, merci Voilà. Jean-Michel de Lille pour votre... Oui. J'ai un tout petit mot, simplement, un tout petit mot, Olivier. J'ai un tout petit mot parce que je m'étais engagé à le faire. Puisque les collègues ne peuvent pas le faire, c'est annoncer simplement les pilotes des tables rondes et l'intitulé des tables rondes. Et nous passons la parole tout de suite dans la foulée au professeur Brousse. Donc, sur l'organisation de la journée, après m'éclipser avec Jean-Michel, je vais passer la parole au professeur Georges Brousse, qui, comme vous le savez, est PUPH en service d'addictologie et des pathologies duelles du CHU de Clermont-Ferrand, qui va converser avec le professeur Franck Bélivier, qui est délégué ministériel de la santé mentale et de la psychiatrie. Et puis, nous avons trois tables rondes. La première sur le repérage des pathologies duelles et des pratiques cliniques, qui sera pilotée par le docteur Véronique Vaugien, qui est voilà, membre de la Conférence nationale des prisons de CME de CHS. La seconde table ronde, c'est la formation à la recherche de la pathologie duelle avec précisément Olivier Cotensin qui va piloter cette table ronde avec le professeur Pierre Thomas, qui a été l'ancien président du COPIL. Et pour la dernière table ronde, c'est précisément Jean-Michel de Lille qui va parler des approches de la réduction des risques et des dommages et du rétablissement de l'aller vers la prise en charge des pathologies duelles. Et on aura une dernière table qui ne sera pas vraiment une table ronde, une synthèse qu'on en fera avec Jean-Michel et Georges. Je m'interromps et on se souhaite une excellente journée.